Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche 29 octobre pour votre journal. La Roca Team poursuit son sans faute en championnat de France après sa victoire hier après-midi face à Gravelines Dunkerque. Le résumé de la rencontre est à suivre dans quelques instants. Et puis nous l'avons appris, cette semaine, le tracé du Tour de France 2024 réserve une belle étape de contre-la-montre aux coureurs entre Monaco et Nice. Un parcours que Christophe Pacaud vous fera découvrir. Hier, nous recevions Andrea Ferréol à l'affiche de la pièce Madi. Et bien nous étions présents au Théâtre des Variétés pour la représentation le soir même. Et nous terminerons enfin par notre invitée, Eliane Bruno est sophrologue et coach bien-être. Nous parlerons avec elle des bienfaits de la sophrologie aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Mais avant de développer ces titres, la belle image du week-end nous vient des vestiaires du Stade de France où le couple princier a pris part aux festivités des Sud-Africains champions du monde de rugby grâce à leur victoire 12-11 face à la Nouvelle-Zélande. Il s'agit du 4e titre mondial de l'Afrique du Sud, le pays d'origine de la princesse Charlène. Restons dans le sport avec du foot et la défaite cet après-midi de la SMFC face au LOSC 2-0. C'est un revers qui fait reculer les Rouges et Blancs à la 3e position d'un classement désormais dominé par l'OGC Nice. En Betclic Elite, la Roca Team est leader incontesté. Les Monégasques poursuivent leur sans faute en championnat de France. 9 matchs, 9 victoires. La dernière en date samedi après-midi face à la Lanterne Rouge Gravelines Dunkerque. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion. C'était le match piège par excellence, 48 heures après une démonstration en Euroleague contre Tel Aviv, face à un adversaire mal en point en Betclic Elite, Gravelines Dunkerque, toujours à la recherche de sa première victoire. Mais la Roca Team, sans Mike James, Kemba Walker et Donatas Motiejunas laissés au repos, a fait respecter la hiérarchie pour signer une 9e victoire en 9 matchs de championnat. Gravelines Dunkerque a tenu une mi-temps avant de céder face aux rotations et aux talents monégasques. Le BCM fait la course en tête grâce à l'activité près du cercle de Wafessa Fofana, 19 points, et Tejuan Aidji, 17. À la pause, les nordistes ne sont qu'à -3, puis vont craquer face à l'adresse longue distance des monégasques, 11 sur 23 à 3 points. L'écart monte à plus 17 dans le 3e quart-temps grâce à Alpha Diallo, meilleur marqueur côté Roca Team avec 16 points. Pour son premier match de la saison, Jordan Lloyd a été très propre, 15 points à 5 sur 6 au tir en 21 minutes. Bel apport aussi de Mam Jaité, 11 points, 5 rebonds, 3 passes en 20 minutes, 91 à 76 pour Monaco. Ces matchs-là ne sont jamais faciles exactement parce qu'on nous courant de leur situation, on nous courant de la nôtre. Donc il faut tout de suite basculer à autre chose après le gros match d'Euroleague et content de la manière dont tout le monde a réagi. Et ça montre aussi que voilà, on est conscient de ce qu'on a à faire tout au long de la saison et très content de notre équipe. Cela fait 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues pour la Roca Team. On en parlait hier, le grand départ de la Transat Jacques Vabre aurait dû être donné aujourd'hui à 13 h, mais en raison des conditions météorologiques trop dangereuses dans le golfe de Gascogne, la classe IMOCA dont fait partie le Malizia Sea Explorer de Boris Herman et William Harris est resté à quai en attendant une amélioration de la météo. La nouvelle date de départ n'a pas encore été définie par l'organisation. Cette semaine, on a pu découvrir le tracé officiel du Tour de France 2024 avec un départ de Florence en Italie et surtout une dernière étape entre Monaco et Nice. Un contre-la-montre de 35 km que Christophe Pacaud vous fait découvrir en compagnie d'Antoine Berlin, coureur professionnel monégasque. Bonjour à tous. Vous avez vu, j'ai mis les lunettes, j'ai mis le vélo, il y a les coureurs. Là, c'est notre histoire. On va parler de l'arrivée du Tour de France 2024. Monaco jusqu'à Nice, 35 km. C'est un beau cadeau pour la principauté. Oui, c'est historique parce que d'habitude, le Tour de France arrive à Paris. Exceptionnellement, cette année, ce ne sera pas possible. Donc, quoi de mieux qu'une arrivée Monaco-Nice. Vous savez quoi, on va se retrouver sur la ligne de départ. Oui, ligne de départ de cette étape qui va tous nous animer au mois de juillet ici à Monaco, à l'occasion de la toute dernière, l'ultime étape. Ce sera un contre-la-montre de 35 km entre Monaco et Nice. Allez, c'est parti. On est parti. Et c'est encore loin, Nice?
Bah c'est pas si loin mais on va faire des petits détours, tu vas voir que ça va être sympa. Ok, allez on y va. À fond. C'est la première grande montée. C'est la première grande, je sais pas, mais c'est la première montée en tout cas, ça c'est sûr. Oh, aïe 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 aïe. Mont des Mules les gars, hein. Hop 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 hop. Ici donc en fait on est dans le Mont des Mules, c'est 3 km à 6% environ. Et ce qui est sûr c'est que les meilleurs, ils vont le monter sur le gros plateau. Ils vont rouler à combien là? Oh, dans la montée ils vont rouler à 30 km/h. 30 km/h ouais. Ouais, facilement ouais. Ouais, parce que c'est quand même des coureurs de très haut niveau, ils connaissent le parcours. Les coureurs du classement général, ils vont se jouer la victoire, donc ils vont être déchaînés. Waouh, c'est violent là. Hein. Donc là c'est 1,5 km de montée à 10%, mais les passages les plus raides, on va atteindre les 17-18%. Bon, on fait une pause au col d'Aise, hein les gars. Allez. Ouais, maintenant c'est que de la descente jusqu'à Nice. Le gros du sujet a été fait, le plus dur aussi. Donc maintenant c'est une dizaine de kilomètres de descente et puis on va aller plonger sur Nice pour arriver vers le finish. Allez. Oh. Bien anticiper le freinage. C'était génial, hein. L'arrivée par la mer là. Wouh. Ah t'es content, et là ils vont arriver place Massé là. On va s'arrêter là nous, hein. Oh. Génial, hein. Oh, quel parcours. Regarde, 35 km, parfait. 35 km. On l'a vu, hein. Tout Monaco au départ, après montée Beau Soleil, col d'Aise et tout, jusqu'ici quoi. Ah c'est magnifique, hein. Magnifique. Et t'es en pause un peu en ce moment? C'est ça, c'est l'intersaison, encore 3 semaines de repos et puis il sera temps de préparer 2024. Tu fais le Tour de France? On croise les doigts, ce sera pas sûr mais pourquoi pas? Avec Victor de Monégasque, ça serait bien. Ce serait le rêve. Vraiment c'était un plaisir d'être avec toi. Je sais pas ce que j'ai envie de te dire mais j'aurais presque pu te battre. Oui, tu as marqué en montée? Ouais, je pense que tu aurais pu gagner. Oui. Le seul truc c'est que j'avais un vélo électrique. Vous étiez peut-être au Théâtre des Variétés hier soir pour assister à Madi, une pièce où la comédienne Andrea Ferréol, notre invitée du journal hier, joue le rôle d'une grand-mère fantasque. Je vous propose d'écouter Corinne Roerig et Nicole Pouchoulin, les deux co-auteurs de la pièce au micro de Frédéric Elion, sur des images de Thomas Deus. Madi, je fais un truc là. Tu me lâches 2 minutes? Ah bah on pourrait peut-être emmener Jean-Mi au Pérou. Madi! Au Chili, au Chili. L'idée, en fait, moi, ce sont des thèmes qui me sont familiers professionnellement, et donc en particulier les relations familiales, et puis la question des addictions, puisque c'est aussi la question des addictions qui est traitée dans cette pièce. Mais je crois que c'est avant tout une pièce qui parle d'amour, en fait. Il faut dire que c'est une partition écrite à 4 mains, et avec, à la baguette, le metteur en scène qui s'appelle Paul Charrera, et nous sommes servis par vraiment une équipe de comédiens, dont certains très chevronnés et d'autres beaucoup moins, mais tout aussi talentueux. Et c'est un grand bonheur de pouvoir avoir cette troupe et qui va servir notre pièce Madi. C'est une grand-mère qui est aussi fantasque et folle dingue qu'amoureuse de sa petite fille et sa fille, et puis qui est complètement dévastée parce que la petite est perclue, cachée dans sa chambre, comme le font les ados qui sont vraiment addicts, ce qui n'est pas le cas de beaucoup heureusement, et qui donc a tout essayé pour la sortir de là et qui n'y est pas parvenue, et qui va avoir une dernière idée pour l'en sortir, et qui va être aidé en cela par son ami et vieil amoureux transi qui est médecin, ce qui va l'aider à mettre les choses en place. Alors que novembre commence à pointer le bout de son nez, l'automne, lui, est bien installé depuis quelques jours en principauté. Comme les feuilles, les couleurs des étals des maraîchers changent de teinte et on se tourne progressivement vers les fruits et légumes qui composeront nos plats chauds et réconfortants. Julia Vial et Julien Laugier se sont rendus au marché de la Condamine pour découvrir ce que consomment les Monégasques en cette période de fin d'année.
Pour déguster des bons légumes de saison, encore faut-il être incollable sur les produits à consommer en fonction du mois de l'année. Alors, en ce moment, que faut-il manger? La fin des courgettes, la fin des aubergines, la fin des tomates, beaucoup de fins de légumes, et puis alors les courges, les grosses courges, les choux qui vont venir. Les poireaux, il y a les courges, il y a les tomates, enfin il y a pas mal de salades. Les pommes de terre. En arrivant au marché de la Condamine en ce jour de grisaille, nous nous attendions à trouver uniquement des clients à la recherche des produits pour réaliser une bonne soupe ou un bon pot-au-feu. Mais en principauté, l'été, les légumes qui vont avec, comme les tomates, semblent faire de la résistance. Écoutez, on est déjà dans une région où on a de la chance d'avoir encore du soleil assez tard, donc je dirais malheureusement ou heureusement, on a toujours des légumes ratatouille. Mais normalement, le mois d'octobre, c'est le mois des légumes feuilles, des légumes racines, et surtout le mois du début du chou, du fenouil. Voilà, donc on rentre dans l'hiver doucement pour manger plus de choses vertes et moins rouges. Et comme les chaleurs estivales ont perduré jusqu'en ce mois d'octobre, certaines récoltes de légumes d'hiver ont été mises à mal. J'ai planté beaucoup de choux qui ont néblé, c'est-à-dire qu'ils sont devenus secs. Il a refallu planter, il a fait trop chaud. On a planté vraiment, pourtant chaque année on plante au mois d'août. Et au mois d'août, là, ça a été une catastrophe. On a dû tout replanter. Mais pas d'inquiétude, avec le retour récent du froid, nos envies de petits plats chauds et réconfortants vont revenir. Grâce aux nombreux légumes de saison, nous allons nous régaler tout l'automne et tout l'hiver. Ce jeudi soir avait lieu à l'Auditorium Régnier 3 une conférence sur le développement personnel. Organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco, ce rendez-vous était l'occasion pour les spectateurs de trouver quelques astuces pour augmenter leur rendement professionnel et personnel. Pour développer ce sujet avec nous ce soir, Eliane Bruno est notre invitée. Bonsoir Eliane. Bonsoir. Vous êtes sophrologue et coach bien-être. Donc déjà, cela veut dire que le bien-être, ça s'apprend? Alors tout d'abord, la sophrologie permet d'apprendre à se détendre pour mettre un petit peu à distance toutes les émotions et les a priori. En fait, c'est une méthode qui est psychocorporelle, donc on travaille vraiment psychologiquement et corporellement pour nous permettre vraiment de prendre conscience de situations, que ça soit professionnel ou personnel. Donc c'est un travail d'introspection aussi grâce à la respiration, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on travaille sur 3 axes, sur la respiration contrôlée, sur la détente musculaire et sur des suggestions mentales. Donc à l'aide de ces exercices, ça nous permet d'écouter en fait son corps et de permettre d'être à l'écoute de ses ressentis. La sophrologie, c'est pour qui? Alors la sophrologie, elle est pour tous les adultes, les enfants, les adultes, les adolescents et les seniors. Et quelle est la population que vous avez le plus souvent lors de vos séances? Alors de plus en plus, j'ai des hommes. Donc les hommes, ils ont aussi un besoin d'être mieux dans leur vie professionnelle et personnelle pour équilibrer les deux. Alors, et la sophrologie, ça harmonise en fait l'esprit et le corps. Alors, vous avez de plus en plus d'hommes, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous lors de séances de sophrologie? Normalement, en général, c'est beaucoup, c'est parce qu'ils sont stressés. Donc en général, c'est le premier objectif. On va travailler sur le stress, sur la gestion des émotions, sur les troubles du sommeil également. Et alors, quel est le lien entre le bien-être et le développement personnel? Le bien-être, c'est un état, après ça devient un état d'esprit. Le développement personnel, c'est lié en fait. C'est lié par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. On vit dans un monde un peu qui va excessivement vite. Et on a besoin d'être bien au quotidien. On a l'impression que le développement personnel est une notion assez récente. On n'entendait peut-être pas autant parler il y a quelques années. D'où vient d'après vous cet intérêt grandissant pour l'accomplissement personnel? Comme je disais précédemment, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'objectifs à atteindre, d'avoir une vie, une carrière professionnelle. De plus en plus, on a beaucoup de pression.
au niveau du travail. Et donc voilà, les gens recherchent d'être bien au quotidien. En fait, nous, on ne nous apprend pas, dans notre culture, on n'apprend pas c'est vrai que, comme je dis toujours, dans nos cultures, on n'apprend pas à se faire du bien à l'intérieur. On ne nous apprend pas à travailler sur soi. Je dis toujours, je prends toujours l'exemple, en fait, le matin, on se lave et la sophrologie permet de laver l'intérieur pour être bien avec soi. Donc finalement, la sophrologie est un outil du quotidien, d'après vous. Qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, dans des séances de sophrologie? Est-ce que vous pouvez nous décrire assez concrètement ce que vous pouvez faire avec un patient qui pourrait venir pour la première fois, par exemple? Donc déjà, le premier rendez-vous, en général, la séance dure 1h30 à 2h parce que les personnes ont besoin de beaucoup parler. Donc je suis à l'écoute voilà, de savoir un petit peu quel est l'intérêt de l'objectif qu'on va travailler. Et donc le premier rendez-vous, c'est vrai que c'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Et j'essaie toujours de mettre des exercices, que ce soit de respiration, soit une détente musculaire, pour vraiment vivre l'expérience de la sophrologie. Donc on l'a bien compris, la sophrologie sert à se recentrer sur soi, mais nous vivons dans un monde où la sociabilité est primée, et ce à tous les étages, que ce soit personnel ou professionnel. Quelle est l'importance de l'entourage dans notre développement et le bien-être personnel? C'est un équilibre de vie professionnelle et personnelle. C'est pour aller dans le bien-être au quotidien. Ça marche, très bien. Merci beaucoup Eliane Bruno d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. La météo avant de refermer ce journal avec Frédéric Hélion. Une amélioration est-elle prévue pour lundi, Frédéric? Non, malheureusement, il faudra encore attendre 24 heures pour voir le retour du soleil, Yannick. Lundi, le temps sera très nuageux et il pleuvra toute la journée, notamment l'après-midi avec de fortes averses. Côté thermomètre, ça ne bouge pas avec 16 degrés le matin et 20 l'après-midi. Lundi 30 octobre, nous fêterons Sainte Bienvenue. Sainte Bienvenue, mais également Sainte Maëva. Merci Frédéric. Ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Dès demain, c'est Émilie Rousseau qui reprend les commandes du 19h. Et comme chaque dimanche, je vous laisse avec la séquence flashback. Retrouvez en bref ce qu'il s'est passé à cette même période il y a quelques années. Bonne soirée et à bientôt.